Bonjour, madame, monsieur, bonsoir. Vous êtes sur la Dan Broadcasting System et dans votre émission Le Monde ce jour. Le monde, justement, bouge avec la 4e révolution, c'est-à-dire la révolution du numérique. Et dans le monde, ça bouge et ça bouge dans toutes les directions car le numérique, en réalité, apporte une évolution ou une révolution spectaculaire. Mais ce qui est clair, c'est qu'en réalité, l'Afrique a été absente au cours des 3e dernières révolutions dans le monde. Et l'on se pose toujours la question de savoir, jusqu'en ce moment où l'on parle du fossé entre le Nord et le Sud, si l'Afrique sera toujours absente dans cette révolution spectaculaire, sinon stratégique et significative qui doit conduire désormais l'histoire du monde. Car en réalité, des éléments comme la corruption, les détournements qu'on vit de manière spectaculaire et récurrente au Sud peuvent être éliminés et éradiqués par l'effet des applications numériques, l'effet de la science numérique. Aujourd'hui, on reçoit, comme on l'a fait la semaine dernière, un expert dans le domaine. On va parler aujourd'hui des nanosciences, on va parler de la nanotechnologie. Rebonsoir donc à tous et bienvenue dans cette tribune Le Monde ce jour, qui s'ouvre justement aussi au monde avec cette réalité du numérique. Monsieur Njehemle, Ndip Njehemle Paul, oui. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Ebe Tondi. Je crois que j'ai bien prononcé votre nom, parce qu'il est un peu... Ndip Njehemle. Paul, oui. Paul, oui. Oui, vous êtes débrouillé comme vous pouviez. Ok, merci de m'inviter ici dans votre plateau ce soir. Merci d'être venu. Les noms bantous, ils sont toujours difficiles à prononcer, ça. Oui, ça, c'est la réalité quand même. Disons que... Alors, Njehemle, ça veut dire quoi? Njehemle. Disons que c'est dans ma langue maternelle, c'est un acronyme qui signifie qui a eu foi. Qui a eu foi. Qui a eu foi. Njehemle. Oui. Njehemle. Donc, Hemle signifie Njehemle. Oui. Là, c'est Bassa, ça. Oui, c'est Pour ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde. Oui, effectivement. Ah. Okay. On reconnaît les Bassa par leur dureté, par leur résistance et par leur esprit dur, c'est ça? Oui, bon, disons que c'est... Moi, je n'exagère pas. Ce sont des caractéristiques qu'on a toujours attribuées au Bassa, mais ce sont des hommes bien, comme tous les hommes. On entre maintenant dans cette affaire. On a organisé les premières journées de l'industrie du numérique au Cameroun. Beaucoup de thèmes qui ont retenu l'attention du public venu, qui a même voulu faire évoluer les travaux à plus de 2 jours. Ouais. Mais aujourd'hui, on est dans l'espace de la communication, les tribunes de communication. D'ailleurs, on peut voir les hôtesses, là, on peut voir tout ce qui a été fait au Palais des Congrès à Yaoundé. C'était au cours du mois de juin dernier. Ben, vous étiez un des experts au cours de ces travaux, de ces journées. Alors, pour vous, qu'est-ce qui vous amène dans le numérique? Commençons par là, avant d'entrer dans le vif du sujet. Okay. D'accord. Il faut d'abord commencer par dire que le numérique, c'est la révolution de demain. Ouais. Tout passe maintenant par le numérique. Le professeur émérite de l'université de Harvard disait dans un de ses discours que dans quelques années, ne pourra se développer que celui qui a la maîtrise de la technologie numérique. Donc en fait, c'est ce que j'ai dit à l'introduction là. Voilà, donc c'est ça, le numérique est vraiment au cœur du développement des communautés. Et donc vous êtes allé dans ce domaine pour faire quoi? Pour promouvoir le numérique, pour vous inscrire dans cette logique de demain, d'aujourd'hui pour demain? Oui, en fait, aujourd'hui pour demain, si on veut développer demain, il faut commencer à penser à demain aujourd'hui. Ouais. Donc cela passe par des études, mise en place des projets et ensemble, bref, un brainstorming qui aide à planifier ce qui sera fait dans le futur en fait. Ouais. Et donc c'est important, le sujet que j'ai abordé durant ces journées de l'industrie du numérique au Cameroun est un sujet qui n'est pas commun pour nous les Africains, mais qui semble être un sujet très intéressant et surtout décisif pour le développement de... Pourquoi il n'est pas commun? Ce sujet, la nanotechnologie. Commençons par dire que il n'est pas inscrit dans le cadre des études supérieures au Cameroun. Ouais, donc, et aussi, on n'a pas d'instituts de recherche qui sont dédiés pour cela. Alors, entrons dans cette affaire. Nanotechnologie, principe définitionnel. Qu'est-ce qu'on doit entendre par cela? Okay. Il faut d'abord commencer par dire que le préfixe nano vient en fait, c'est un mot d'origine grecque qui signifie très petit, donc infiniment petit. Ouais. Donc peut-être si on veut avoir une idée réaliste, lorsqu'on parle par exemple d'un objet qui a la taille nanométrique,
c'est 1 milliardième de mètre ou 1 millionième de millimètre. Donc, ça veut dire, par exemple, à la taille humaine, si vous prenez un cheveu humain, vous voyez, donc 1 nanomètre est 30 000 fois plus fin que l'épaisseur d'un cheveu et 100 fois plus petit qu'un brin d'ADN. Ça veut donc dire qu'il ne peut pas être vu à l'œil nu. Voilà, donc il ne peut pas être vu à l'œil nu. Il faut des microscopes sophistiqués. Ben, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. on va revenir sur cela tout à l'heure dans le cadre de la technologie et des outils. Oui. Alors, nano, c'est ça. Après cette définition... Peut-être je peux continuer. Oui, allez-y. Parce que le vocable nano fait apparaître 2 autres vocables. Nanosciences et nanotechnologie. Oui. Donc, il faut d'abord dire que les nanosciences, c'est la partie de la science qui étudie les phénomènes qui sont observables sur des objets, des structures qui sont à l'échelle nanométrique, des objets qui sont à la taille nanométrique. Et ces propriétés-là, qui sont dues au fait que ces objets sont infiniment petits, ce sont ces propriétés-là qui rendent cette étude intéressante. Parce que plus un objet est petit, plus les propriétés qui peuvent en découler seront très intéressantes. Vous aurez par exemple l'effet quantum quantique ou l'effet de surface avec les objets nanométriques. Maintenant, ça c'est pour ce qui est de nanosciences. Maintenant, après le vocable nanosciences, vient de cela le vocable nanotechnologie. Alors, la nanotechnologie, quant à elle maintenant, ça sera l'ensemble des outils et des techniques et des instruments qui vont être utilisés pour permettre aux nanosciences de progresser. Vous voyez? Voilà. Donc, ils vont permettre aux nanosciences de progresser, d'étudier, de manipuler tous ces objets à la taille nanométrique. Et c'est là où c'est intéressant parce que si on parvient à manipuler l'infiniment petit, avec toutes les propriétés qui découlent de ces objets qui sont à cette taille nanométrique, on peut avoir des matériaux qui vont être vraiment importants pour le développement technologique. Oui, mais ces matériaux qui sont importants, ils servent à quoi? Le profane peut se poser cette question. Qu'est-ce que ça sert d'aller à l'infiniment plus petit, d'avoir ces petits, plus petits objets? Ça sert à quoi finalement? Par exemple, un cas facile, simple. Vous avez maintenant, je veux dire, même un enfant qui est devant la télé pourra comprendre les ordinateurs que nous utilisons. Les cartes mères que nous utilisons utilisent des résistances, des transistors qui sont à l'échelle nanométrique. Plus l'objet est petit, plus la puissance de calcul augmente. Vous voyez l'intérêt de pouvoir manipuler ces objets infiniment petits. Plus c'est petit, plus on a des propriétés, par exemple, dues à l'effet quantum quantique, ça augmente les propriétés thermiques, les propriétés électriques, même les propriétés mécaniques, on va le voir tout à l'heure dans le cas de certains matériaux. Et quand donc ces propriétés-là sont réunies, vous allez voir un objet à la taille nanométrique, mais le même objet à la taille normale que nous connaissons, celui qui est à la taille nanométrique aura plus de propriétés et donc sera plus utile. Ah, sera plus utile. Oui. Qu'est-ce qui sont... ça veut dire qu'on part de ces éléments gros de la nature, tout ça, on va vers l'infiniment petit pour donner plus de propriétés, plus de vie à la nature, c'est ça? Oui, en fait. En français facile, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que je suis en train de rechercher. Alors, est-ce qu'on peut faire un peu d'histoire dans cette affaire de nanotechnologie en rapport avec l'industrie du numérique ou le numérique? Oui. Alors, il faut d'abord dire que tout commence en 1959, lors d'une conférence de presse de la communauté scientifique. Alors, il y a le physicien Richard Feynman qui va prononcer une phrase, mais une phrase lourde de sens. Il va dire « il y a plein de places en bas ». En fait, c'était pour lui une exhortation au monde de la communauté scientifique à explorer l'infiniment petit. Parce que dans ses travaux, il avait découvert qu'en fait, si on arrive à maîtriser l'infiniment petit, on peut exploiter des propriétés qui pourraient aider vraiment à développer dans une échelle qu'on n'a peut-être pas imaginée. Donc, c'est pas tout. Richard Feynman plante le décor et en 1974, vous aurez Eric Drexler qui va populariser le vocable nanotechnologie. Disons que il a emprunté à Norio Taniguchi de l'université de Tokyo. En 1990, par exemple, nous aurions Donald Egler, qui est un chercheur à IBM. Il va parvenir à manipuler 35 atomes de xénon grâce au microscope à effet tunnel. Vous voyez?
Donc, il va manipuler ces atomes, aller 35 atomes jusqu'à former les initiales d'IBM, pour montrer qu'en fait, on peut manipuler l'infiniment petit. Donc, c'est possible. Donc, après ça, on aura beaucoup d'autres révolutions. En 1993, encore Donald Egler, il va faire un assemblage de 48 atomes de fer en un tambour électronique. En 2005, on a Motorola qui va fabriquer son premier écran à partir des nanotubes de carbone. Ouais. Et 2005, c'est une année intéressante parce que c'est aussi en cette année qu'il y a le lancement du programme de recherche en nanotechnologie dans certains pays d'Afrique. Par exemple, vous avez l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Égypte, le Nigeria. Bon, sauf que le Cameroun manque à la liste. Donc voilà pour un bref historique de la nanotechnologie. Après cet historique, quelles sont les remarques ou les points forts de l'évolution, hein? Je veux mettre ça en rapport avec l'évolution aussi du numérique de cette quatrième révolution. Oui, bon, disons que quand on est en 1959, quand Richard Feynman lance cet appel pour explorer le nanomonde, disons qu'on est en 1959, on n'est pas encore dans la quatrième révolution du numérique, on est encore dans on est en train de migrer de la deuxième vers la troisième. Mais c'est en 2005, des dizaines d'années plus tard, qu'on essaye en Afrique du Sud, au Maroc, au Nigeria, au Kenya, de commencer à voir si aussi on peut explorer cela. Il faut préciser que les minéraux qui sont utilisés pour la fabrication de nanomatériaux viennent en particulier de l'Afrique. Mais ce n'est qu'en 2005, alors que les autres, c'est depuis 1974 qu'ils sont à pied d'œuvre pour cela. Donc, c'est ça. Alors, cette évolution historique nous met un peu dans la technologie, donc la technologie de la nano. Cette technologie, qu'est-ce qu'elle implique et qu'est-ce qu'elle a de révolutionnaire dans le domaine du numérique? Ok. Donc, parlons d'abord de la technologie et des outils. Technologie et outils, oui. La technologie et des outils. En fait, de nos jours, il y a deux principaux outils ou deux principales technologies qui sont utilisées. Parce qu'il faut préciser que la première, c'est le microscope à effet tunnel. Donc, dans le jargon technologique, on abrège STM, Scanning Tunneling Microscope. En fait, cette technologie permet de manipuler des objets qui sont conducteurs de courant électrique. Parce que vous savez, vous avez des objets qui sont conducteurs de courant électrique, vous en avez qui ne sont pas conducteurs. Conduceurs, tout à fait. Donc, premièrement, pour ceux qui sont conducteurs, on va utiliser le microscope à effet tunnel, qu'on va abréger dans le jargon technologique STM. En fait, il est équipé d'une pointe. Je ne vais pas rentrer dans les détails technologiques pour que tout le monde puisse comprendre. Mais en fait, il est équipé d'une pointe. Cette pointe est capable de manipuler atome par atome et il permet de les déplacer. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vous parlais dans l'historique de Egler, de Donald Egler, le chercheur d'IBM. C'est ce microscope qu'il a utilisé pour pouvoir... Microscope à effet tunnel. Microscope à effet tunnel, STM, Scanning Tunneling Microscope. C'est ça qu'il a utilisé pour pouvoir manipuler ces atomes, pour montrer à la communauté scientifique, au monde entier, qu'en fait, c'était possible d'utiliser. Maintenant, il y a, après le microscope à effet tunnel, on a maintenant le microscope à force atomique, qu'on va abréger AFM, Atomic Force Microscope. Maintenant, lui, il va être utilisé pour manipuler des atomes, l'infiniment petits, mais pour des objets qui ne sont pas conducteurs de courant électrique. C'est là où, lui, on va l'utiliser, le microscope à force atomique. Ce qui est intéressant, c'est que vous demandez le rapport entre cette technologie et le numérique. Et le numérique. Vous savez, toutes les technologies qui permettent le développement du numérique en passant par la fabrication des cartes mères d'ordinateurs, des composants sophistiqués, en fait, utilisent maintenant de nos jours des nanomatériaux. Donc, si on ne maîtrise pas manipuler ces atomes en utilisant ces microscopes ou bien ces outils, on ne pourra pas atteindre la puissance de calcul que les autres ont atteint depuis. Vous voyez un peu le lien dans la nanotechnologie est en fait comme un point central, vous voyez, voilà, pour pouvoir maintenant atteindre cette révolution technologique-là.
Alors, vous avez dit qu'il y a les outils, il y a la technologie, il y a les outils. Vous avez pris il y a d'autres outils en dehors de ce que vous venez de dénombrer là? Oui, il y a d'autres outils dont la technologie n'est pas encore complètement aboutie. Oui. Ça veut dire que pour certains, il reste encore dans le domaine de la recherche. Par exemple, vous avez des technologies, par exemple la résonance magnétique nucléaire et plein d'autres. Donc, mais pour le moment, les deux dont la technologie est la plus aboutie et qui est vraiment maîtrisée, c'est le STM, Scanning Tunneling Microscope, microscope à effet tunnel, et le AFM, Atomic Force Microscope, le microscope à force atomique. Alors, si on voyait les applications de cette technologie, je crois que c'est un champ assez vaste, quoi. Oui, disons que le champ, il est très vaste pour ce qui est des applications. Mais peut-être avant qu'on arrive aux applications, je vais peut-être mentionner d'abord le fait que les nanotechnologies, pour qu'elles soient développées, on a besoin de maîtriser les nanomatériaux, ce dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Et comme nanomatériaux, par exemple, on a les nanotubes de carbone, on a les nanoparticules d'or, les nanoparticules de silicium, les nanoparticules de dioxyde de titane. Ouais. Voilà. Donc, ce sont eux qui sont à la base pour la fabrication de ces nanomatériaux qui font l'objet de ce développement technologique. Alors maintenant, les applications. Donc, disons que les applications, elles sont nombreuses dans le domaine de l'aéronautique, l'automobile, les matériaux, la médecine. Et peut-être une application qui est peut-être un peu banale, ouais, mais qui se retrouve presque... Vous savez, pour les gens qui aiment faire le sport, par exemple le tennis, vous savez, vous voyez les raquettes de tennis. Ouais. Et les raquettes de tennis utilisent beaucoup maintenant des nanotubes de carbone. Pourquoi? En fait, parce que les nanotubes de carbone proviennent du graphène. Le graphène, c'est un nanomatériau, vous voyez. Et donc, le graphène, lui, il est 100 fois plus résistant que l'acier et 6 fois plus léger. Vous vous rendez compte? 100 fois plus résistant que l'acier, mais 6 fois plus léger. Donc on peut l'utiliser avec... Donc on gagne des propriétés mécaniques sans avoir... on comprend. Voilà, on comprend. Vous voyez. Ouais. Donc c'est-à-dire que j'ai un matériau qui est plus résistant, mais qui ne pèse pas. Qui ne pèse pas. Et donc si par exemple une autre application, en dehors des raquettes de tennis, que c'est déjà assez vulgarisé, même dans les fuselages d'avion, les fuselages d'avion deviennent beaucoup plus puissants, vous voyez, ils sont beaucoup plus puissants, mais en fait, ils sont plus légers. Et donc, du coup, quand les fuselages d'avion sont plus légers, il y a moins de consommation d'énergie. Parce que vous savez, plus on est lourd, plus il faut de l'énergie pour déplacer ce qui est lourd. Mais si on a 100 fois, on utilise un matériau qui est 100 fois plus résistant, mais 6 fois plus léger, en fait, on ne paye pas en énergie et on gagne plus tôt. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne les nanotubes de carbone. Mais ce n'est pas tout. Vous voyez, par exemple, dans les véhicules, les pneus de véhicules. Ouais. Aujourd'hui, des entreprises comme Michelin, j'en passe pour les autres, vous les connaissez tous, qui fabriquent... Tout à fait, sans publicité. Oui, qui fabriquent des pneus. Vous voyez, ils utilisent maintenant, pour fabriquer des pneus plus résistants, ils utilisent ces nanotubes de carbone. Donc, le pneu est plus léger, mais il est plus résistant. Donc, adapté aux routes de l'Afrique, par exemple, et du coup aussi, le propriétaire du véhicule ne va voir sa consommation d'énergie en carburant diminuer parce que ces pneus ne pèsent pas beaucoup. Alors, autre application, parce que ce domaine des applications est tellement intéressant. Oui, qu'on voudrait savoir, quand on parle de nanotechnologie, vous avez dit c'est loin, mais c'est aussi proche parce que, vous avez dit, c'est pas encore appliqué ici en termes de recherche, mais c'est une nécessité parce que ce qu'on vient de voir là, que en réalité, avec un matériel moins lourd, mais plus résistant, on gagne en termes économiques, en termes même de logistique et autres. Oui. D'autres applications? Oui, par exemple, c'est pas seulement, tout à l'heure je vous parlais des nanomatériaux, je vous parlais des nanoparticules de dioxyde de titane. Ouais. Ces nanoparticules de dioxyde de titane permettent par exemple la fabrication de peintures, des peintures ultra hydrophobes. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à ces peintures, vous avez une surface qui en est revêtie, qui résiste plus à l'humidité, à la pénétration de l'eau. Et donc vous voyez par exemple que ça c'est une application intéressante pour nous ici.
au Cameroun. À Douala, par exemple, on fait face à un grand problème d'humidité. C'est la même chose à Yaoundé. Donc, avec ces peintures très hydrophobes, équipées de dioxyde de titane, qui sont incorporées dans la peinture à l'échelle nanométrique. Donc, on ne peut pas les voir. Mais ils ont une forte influence. Vous voyez? Et donc, ils vont permettre, par exemple, que l'eau ne va pas stagner sur le mur. Ouais. L'eau ne pourra pas pénétrer dans le mur. Donc, votre bâtiment du plus, il est ultra hydrophobe et vous n'avez pas à faire face aux problèmes d'humidité qui sont rencontrés lorsqu'on fait des revêtements avec des peintures ordinaires. Ça pourrait même être utile dans le cadre des hôpitaux, peut-être faire des revêtements de surface en utilisant ces peintures. Et il faut dire que par rapport aux autres, elles ne polluent pas. Donc, oui, elles ne polluent pas. Et donc, pas seulement le fait qu'elles empêchent à l'eau de pénétrer, mais elles peuvent aussi permettre aux saletés de ne pas stagner sur les surfaces. Oui. Donc, c'est une technologie vraiment aboutie. Par exemple, au Canada, il y a une entreprise, je vais taire le nom pour ne pas faire de publicité, qui l'a déjà incorporé dans ses produits. Et il y a des villes entières qui sont déjà équipées de cela. Donc, plus besoin de faire du nettoyage et tout ça. Ces surfaces sont auto-nettoyantes grâce à ces nanocristaux qui sont incorporés dans ces revêtements. Alors, qu'est-ce que dans ces applications-là, le Sud ou le Cameroun, l'Afrique peut gagner? Oui, bon, disons que les applications sont nombreuses. Vous savez, ici au Cameroun, il y a 4 bassins hydrographiques qui traversent le Cameroun, le bassin de l'Atlantique, le bassin du Congo, bon, et les autres, et j'en passe. Mais vous voyez, on a aussi à Kribi et à Limbe la présence des eaux de l'Atlantique. Mais il se trouve qu'on peine encore à avoir dans les ménages de l'eau potable. Ah bon? Ah, ça c'est vrai. Ça a défrayé la chronique, l'actualité, peut-être ça s'est calmé ces jours-ci, mais on sait que, je n'en veux rien à ces ministres, là, il est en prison aujourd'hui. On sait que ce domaine-là, d'ailleurs, la Camerounaise des eaux a été reconvertie dans le patrimoine de l'État, donc on peine à avoir l'eau potable, c'est vrai. Ouais. Et qu'est-ce que ça peut nous apporter, ça, dans ces applications? Par exemple, par rapport à l'eau potable. Voilà. Par exemple, on peut installer des centrales de traitement nanométrique, filtrage nanométrique. Vous savez, peut-être à une autre occasion, je vais vous amener des plans pour vous montrer plus facilement ce que ça implique. Oui. Donc, ça, c'est très intéressant. Oui. Les nanoparticules, ce sont des particules qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Vous ne pouvez pas voir un virus. Vous ne pouvez pas voir un microbe à l'œil nu. Ouais. Donc, vous pouvez prendre de l'eau qui est complètement claire du robinet, mais qui n'est pas potable. Maintenant, les centrales de filtrage nanométrique, maintenant, vont permettre de filtrer ces virus-là, ces microbes-là, parce qu'en fait, c'est comme des filtres ordinaires que vous connaissez. Ah, c'est des filtres ordinaires qui ont la spécificité d'arrêter les virus. Les éléments les plus petits. Voilà, les éléments les plus petits. Voilà, vous avez tout dit. Hein. En français facile, c'est ça. Parce que les pores sont à l'échelle nanométrique. Vous savez, un nanomètre, on est à 10 exposant moins 9 mètres. Donc, vous avez un pore qui est à 10 exposant moins 9 mètres. Donc, même une simple lave que vous ne verrez pas à l'œil nu ne pourrait pas traverser. Donc, maintenant, non seulement installer des centrales de filtrage nanométrique, mais aussi installer des filtres nanométriques sur des sorties de robinet dans chaque domicile. Vous avez par exemple au Bangladesh, c'est un pays dont le sous-sol est riche malheureusement en arsenic. Vous savez, l'arsenic c'est un poison. Et donc les populations là-bas dans certains villages meurent parce que l'eau est infectée d'arsenic et ne s'en rendent pas compte. Donc le gouvernement du Bangladesh s'est penché sur la question et à l'aide des puissances étrangères, dont des puissances technologiques étrangères, ils ont installé des centrales de filtrage nanométrique. Donc quand on retire l'eau de source, elle est filtrée, elle passe par ces centrales de filtrage nanométrique, elle retient cet arsenic et ces bactéries, mais aussi à la sortie des robinets dans chaque domicile, il y a aussi ces filtres nanométriques qui sont incorporés et qui permettent donc de filtrer en amont
mais aussi en aval. C'est-à-dire que même s'il y a de l'arsenic qui est resté dans les canalisations, même au niveau de la maison, on les filtre et on est sûr que la population a une eau qui n'est pas seulement potable, mais une eau qui est pure. Par exemple, quand vous allez à l'étranger, vous pouvez ouvrir votre robinet et mettre votre verre et boire de l'eau directement, parce qu'ils utilisent des centrales de filtrage nanométriques et donc ils n'ont pas peur que l'eau peut être infectée de bactéries ou bien de microbes, vous voyez un peu. Tout ça, ça a un coût. Oui, mais forcément, vous ne pouvez pas vous développer si vous avez peur des coûts. Il faut bien sûr investir pour avoir le résultat escompté. Donc, le coût n'est pas un problème. Qu'est-ce qui est un problème? Est-ce que, voilà, la question même fondamentale, le Cameroun, l'Afrique peuvent s'approprier de cet outil, de ces outils, de ces applications? Bien sûr, le Cameroun peut s'approprier ces technologies. Vous avez le microscope à effet tunnel. Il ne coûte pas plus de 50 millions. Vous pouvez vous en approprier. On a des projets ici qu'on finance à la hauteur des centaines de milliards. Donc, ce n'est pas un projet comme celui-là qui ne pourrait pas être financé. Mais sur place, déjà, on a des entreprises locales qui sont... Alors, quand vous dites des filtres, ça veut dire... Mais ça peut générer une économie significative. Bien sûr, parce que si vous dites que les filtres doivent être installés dans les domiciles et autres, ça sûr. doit être commercialisé, ça. Bien sûr, ça doit être commercialisé. Il faut créer une entreprise qui va les fabriquer, qui va les fabriquer sur place. Il faut recruter des ingénieurs qui vont le faire, des techniciens, des commerciaux qui vont aller les proposer. Maintenant, il faut aussi recruter des maintenanciers qui vont le faire. Vous voyez, si vous créez une entreprise dans ce domaine, spécialisé pour la fabrication de ces filtres qui sera en partenariat avec les entreprises déjà parapubliques qui gèrent l'approvisionnement en eau. Vous voyez que vous allez, en créant une autre entreprise qui va mettre ces filtres sur place et s'assurer la maintenance et le suivi, vous voyez que vous allez recruter des ingénieurs de beaucoup de domaines et vous allez pouvoir sortir des Camerounais du chômage. Alors, après ces applications, on a le volet pratiquement qui regarde les entreprises, c'est-à-dire que les entreprises mondialement engagées dans ce sens. Oui, en fait, il faut dire que plus de 4000 entreprises et start-up sont mondialement engagées. 4000 4000, je n'ai pas dit 400, 4000. 4000 entreprises et start-up sont mondialement engagées dans le domaine des nanotechnologies. Vous avez aux États-Unis plus de 1300, seulement aux États-Unis. Bon, mais les plus grandes qui sont connues, c'est IBM, Motorola, Hewlett-Packard, Dow Chemical, Mitsubishi. Ouais. Mais ça, c'est pour les plus grandes. Mais à côté de ces plus grandes multinationales, elles travaillent aussi avec des startups qui, elles aussi, chacune a son domaine d'application dans le cadre de ce développement de ces nanotechnologies. Voilà. Alors, ça veut dire que le Sud ou le Cameroun, on n'a pas d'entreprise. Comment on fait? On reste absent? C'est ça? Non, il faut dire qu'il y a des entreprises sur place qui sont innovantes. Vous allez me permettre quand même de parler de Green Innovatives, qui était aussi au cœur de ces journées de l'industrie du numérique. Qu'est-ce que cette entreprise fait? Parce qu'on est là dans une industrie où les entreprises sont mondialement engagées avec des applications qu'on met en place. Nous, on n'a pas encore les filtres d'eau dont vous êtes en train de parler, dont on ressent l'importance, sinon l'urgence ou la nécessité. Bon, disons d'abord pour commencer que le filtrage de l'eau nanométrique, ce n'est pas un seul des problèmes qui peut être résolu par... Il y a beaucoup d'autres problèmes, mais vous évitez de les dire. Non, je ne les évite pas. Vous n'êtes pas prolixe. J'en viens. Je vous ai demandé l'ensemble des problèmes et des solutions apportées dans ce domaine. Le problème, par exemple... Disons que vous êtes un peu avare en parole. Allez-y, l'autre problème, donc, en dehors des filtres d'eau et autres. Oui, mais vous voyez aussi le problème avec le déficit énergétique. Voilà un problème qu'il faut résorber aussi. Comment il peut être résolu avec votre nanotechnologie? Voilà. Vous savez que depuis un temps, il y a beaucoup d'entreprises et le gouvernement investisse maintenant dans les cellules photovoltaïques pour produire de l'électricité. Mais il se pose un problème. C'est un domaine qui ne se développe pas très rapidement, 40%. Et l'entretien, la maintenance de ces centrales photovoltaïques, ça coûte cher. Ça prend un coup. Mais la nanotechnologie, quant à elle,
avec des cellules nanocristallines. Oui. On peut les incorporer dans des panneaux solaires. Vous voyez? Par exemple, à Izui, au Japon, ils ont construit une maison. C'est Toyota. Oui. Ils ont construit une maison qui est équipée de ces centrales photovoltaïques, mais qui sont équipées de cellules nanocristallines. Ces cellules nanocristallines sont facilement installables, elles coûtent moins cher, mais elles sont plus résistantes. Je vous expliquais tout à l'heure que avec les nanomatériaux, la résistance est beaucoup plus accrue, beaucoup plus élevée. Et donc, si on incorpore ces cellules nanocristallines, et l'avantage qu'elles ont aussi, c'est qu'elles sont transparentes. Ça veut dire que si on veut les mettre sur... on n'a plus besoin de les mettre seulement sur du toit. Toutes les surfaces d'un bâtiment qui sont recouvertes de verre et qui, à l'intérieur, on a incorporé des cellules nanocristallines, vont être des générateurs d'électricité. Vous voyez un peu? Et donc, Toyota au Japon a construit un immeuble pareil. Vous voyez, un immeuble complètement recouvert de verre. Et cet immeuble s'alimente uniquement par l'énergie que génèrent ces centrales photovoltaïques, mais équipées de nanocristaux. Parce que c'est là où intervient la nanotechnologie. Ces cellules nanocristallines qui sont incorporées. Vous voyez, d'habitude, on voit ces cellules photovoltaïques, elles ont la coloration bleue à cause du silicium. Tout à fait. Ouais. Mais maintenant, le dioxyde de titane qui va être incorporé à l'échelle nanométrique par des cellules, par ces nanocristaux, va donc permettre que il ne faudra plus chercher d'orientation pour chercher la position du soleil. Mais peu importe l'incidence du rayon lumineux, tout le verre va être un générateur d'électricité. Ouais. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est des maisons qui génèrent l'électricité. C'est des maisons qui génèrent par effet nanométrique, nanotechnologie. Oui, grâce à l'effet de ces cellules nanocristallines. Mais ce n'est pas tout. Par exemple, pour résorber aussi le problème d'humidité dont je vous parlais, c'est un problème récurrent dans la ville de Douala et dans presque toute notre contrée ici, au Cameroun. Donc, ces cellules nanocristallines, quand elles sont incorporées dans les revêtements, elles permettent aux surfaces d'être ultra hydrophobes, c'est-à-dire elles n'absorbent pas l'eau. Ouais. Vous savez que notre sol est riche aussi en eau, donc mais si vous faites déjà ce revêtement, elles n'absorbent pas l'eau. Elles sont auto-nettoyantes, donc la saleté ne coule pas, parce que ces revêtements-là empêchent aux saletés de s'agripper. Et donc, en dehors de ça, vous avez aussi, par exemple, ça peut être utile dans les écoles. Vous voyez, des écoles, vous avez des enfants, des hôpitaux, par exemple. Et avec vous connaissez aussi qu'on fait face au problème de poussière, beaucoup. Ah oui, tout à fait. Problème de poussière. Mais maintenant, si vous avez des surfaces qui sont revêtues de ces nanocristaux qui sont auto-nettoyantes, la saleté ne peut pas coller, les poussières ne peuvent pas coller. Vous gagnez en termes d'hygiène. Vous voyez, donc vous n'avez pas peur d'envoyer votre enfant à l'école en ayant peur qu'il va attraper des maladies liées à ces bactéries. Mais c'est la question fondamentale. On revient à d'autres, peut-être d'autres applications que la question fondamentale. Quel est l'investissement pour arriver à cela? C'est-à-dire qu'éliminer cette poussière, mettre tout cet arrimage. La technologie, elle est là. Elle est déjà, elle est à notre portée. Oui. Elle est à notre portée. La technologie est à notre portée. Oui. Les moyens sont-ils à notre portée? Bon, maintenant, la question de moyens, ça ne dépend pas de moi. Moi, je suis... Vous dites la technologie est là. Oui, moi, je parle en tant que... Pour que l'État sache que la technologie est là. Et que les décideurs sachent que la technologie est là. Qu'elle est capable, dans cette affaire de poussière-là. Oui. Ça crée beaucoup de rhume, beaucoup de tout et beaucoup de maladies, en principe. Donc, comme je vous disais, moi, je parle en tant qu'ingénieur. Donc, je suis purement technologique. Mais sous d'autres cieux, j'ai vu sur d'autres cieux des startups qui ont pensé dans ces domaines, vous voyez. Mais c'est l'État, les pouvoirs publics qui leur ont passé des commandes et qui leur ont permis de démarrer. Vous voyez, si vous passez une commande à une entreprise dans un domaine particulier, vous allez lui permettre non seulement de commencer à se développer,